Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Salon Infini. Je suis ravie de vous accompagner lors de cette prochaine demi-heure pour parler du temps consacré au recrutement. Il est souvent très long, c'est pourquoi recruter vite et bien est un vrai défi aujourd'hui pour les PME. On va en parler avec l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Dominique Largot m'accompagne, déléguée régionale Île-de-France de l'APEC. Bonjour Dominique. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Virginie Pires nous accompagne également, consultante entreprise à l'APEC. Bonjour. Merci à toutes les deux de répondre à nos questions aujourd'hui. Question large, après on va rentrer plus finement dans le sujet, mais pourquoi le recrutement des cadres est-il si exigeant, en particulier pour les TPE-PME, Dominique ? En fait, dans les TPE-PME, des cadres, en général, il n'y en a pas énormément, donc c'est un risque d'autant plus important quand on recrute. Généralement aussi, ce qu'on observe, c'est que les cadres en TPE-PME ont des responsabilités plus élargies que dans les grandes entreprises. Donc, de fait, se tromper sur un recrutement de cadres, ça peut engendrer des risques encore plus importants. Et puis, c'est un sujet, du coup, qui fait que, comme les chefs d'entreprise ou les recruteurs veulent limiter au maximum le risque, ça devient des recrutements extrêmement exigeants. Donc long. Donc long. On parlera comment vous aider avec l'APEC à restreindre, limiter ce temps de recrutement. Vous, Virginie Pires, c'est intéressant que vous soyez aussi avec nous aujourd'hui lors de cette discussion. Vous êtes consultante entreprise, je l'ai dit. Dans vos échanges, vous, avec les dirigeants de PME, qu'est-ce qui ressort le plus souvent comme difficulté, justement, ou frein majeur dès le départ lorsqu'on parle de recrutement des cadres ? Alors, le dirigeant de TPE-PME, c'est souvent quelqu'un de très passionné, très investi dans son aventure entrepreneuriale. Donc, quand il recrute, il cherche souvent quelqu'un de polyvalent dans ses compétences techniques et avec beaucoup de savoir-être. Et ça, c'est le plus difficile à traduire dans l'observation lors de l'entretien de recrutement. Il cherche parfois son clone. Il cherche quelqu'un qui va s'investir autant dans sa TPE-PME que lui-même. Et quelque part, je dirais, ce candidat idéal n'existe pas. Il a peut-être déjà créé son entreprise ou il est peut-être déjà très bien en poste. Donc voilà, il faut être très ouvert et savoir objectiver ce qu'on recherche. Pour rester 2 minutes sur les risques d'un recrutement qui est trop long, justement, pourquoi c'est risqué pour une entreprise, surtout pour une PME ? Voilà, quels sont les risques quand un recrutement s'éternise ? Vous allez nous le dire, Dominique. Déjà, le temps, c'est de l'argent, hein, et particulièrement pour une TPE-PME. Plus on prend du temps pour recruter, plus on risque de passer à côté de commandes, de projets, de chantiers, etc. Donc, c'est déjà un sujet. Après, un recrutement qui prend du temps, qui s'éternise, ça renvoie à une image employeur qui n'est pas forcément très nette non plus. On se dit, finalement, pourquoi ils mettent autant de temps à recruter ? C'est qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. En termes d'image employeur, après, sur les réseaux, ça peut fortement toucher les futurs recrutements de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi un élément important. Et puis, quand un recrutement est trop long, alors trop long, c'est voilà, il faut savoir que par exemple, 2 cadres sur 3 estiment que s'ils n'ont pas eu de nouvelles, un premier entretien au bout de 3 semaines d'initiation du process, c'est trop long. Les cadres en général s'attendent à avoir 3 entretiens, pas plus. Donc effectivement, quand le recrutement est très très long, que le process est très long, on risque de perdre des talents, des gens qui finalement se désengagent du process parce que soit ils ont trouvé ailleurs, soit ils trouvent ça vraiment exagéré. Vous qui êtes confronté justement à ces candidats, oui, c'est arrivé que des candidats se désengagent à cause d'un processus de recrutement qui est beaucoup trop long. Oui. Les attentes des cadres, en particulier, ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, les candidats s'attendent à être choisis, comme eux-mêmes peuvent être choisis. Donc, ils attendent une relation qui se construit assez vite, qui soit pro, qui soit structurée. Et tu l'as dit, effectivement, pas moins de... plus de 3 entretiens, ça leur semble beaucoup trop. Et pas de retour avant 3 semaines, c'est impossible aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut être réactif dans son process de recrutement. Et on a vu effectivement des candidats qui se désengagent. On a même un exemple, nous. Il faut toujours regarder la poutre qui est dans son œil plutôt que la paille dans celle du voisin. Mais je peux vous donner un exemple très simple. On avait un profil... pour un poste d'alternant à l'APEC, il se trouve qu'il devait travailler avec 3 personnes différentes, 3 services différents. Le temps qu'on se mette d'accord avec les personnes des services différents, quand on l'a recontacté en lui disant ça y est, maintenant on va vous recruter, il nous a dit dommage parce que moi j'ai trouvé ailleurs, et donc il est parti. On le regrette beaucoup, mais voilà. Donc c'est important d'avoir ça aussi à l'esprit. On l'a pas dit, le temps moyen, le processus d'un recrutement d'un cadre aujourd'hui, c'est 12 semaines. 12 semaines.
à peu près. Le moment où on publie l'offre et le moment où on choisit le candidat. Oui, c'est ça, 12 semaines. Et le fait de passer par des services comme l'APEC, ça fait gagner en moyenne 2 semaines sur un recrutement, ce qui, 2 semaines sur 12 semaines, c'est déjà conséquent. C'est pas négligeable. On va voir justement comment vous les aidez, ces dirigeants d'entreprise, à gagner du temps. Comment ça marche? L'APEC, elle intervient à chaque étape du processus de recrutement. Voilà, expliquez-nous exactement comment vous les accompagnez. J'imagine de la définition du besoin après le recrutement d'un candidat. Ouais, peut-être déjà préciser que, parce que ça n'a pas toujours été le cas, et c'est le cas maintenant depuis presque 15 ans, mais les services de l'APEC, et particulièrement pour les TPE-PME, sont totalement gratuits. Ça, c'est important de le savoir. En fait, ils sont préfinancés par une cotisation. Donc, pour les entreprises qui veulent utiliser les services de l'APEC, on ne vous demandera rien. C'est gratuit. Voilà, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en fait, on intervient, on fait un diagnostic, et Virginie et ses collègues consultants entreprises... On va dans les entreprises, vraiment pour mesurer l'activité de l'entreprise, son climat social, sa culture. Et ensuite, on travaille avec les dirigeants ou les RH sur la définition du poste, sur l'analyse de poste. Voilà. Et en fait, à chaque étape d'un process de recrutement, on peut intervenir pour faciliter les choses. On peut intervenir sur le sourcing. Alors, on ne se substitue pas au cabinet de recrutement. On ne fait pas de la qualification du profil. Mais en revanche, on s'assure de la motivation des gens qu'on contacte pour le poste qu'on leur propose. Ce qui fait que quand on oriente un candidat auprès d'un recruteur, on sait qu'il est OK pour le poste, ça l'intéresse, il est motivé. Ça lève déjà une partie d'activité dans le recrutement non négligeable, parce qu'on sait que la multidiffusion, qui est quand même la règle aujourd'hui pour le recrutement, amène souvent des candidatures un peu tous azimuts, et y compris des gens qui ont candidaté, mais parce qu'ils ont vu de la lumière. Enfin, voilà. Et donc ça veut dire quoi, s'assurer de la motivation? Comment on s'assure de la motivation d'un candidat? Alors, on les appelle, en fait. On a un échange avec eux en vérifiant que le profil correspond, que l'offre les intéresse. Et derrière, on envoie le profil, le CV au recruteur, que si on a l'assurance que la personne nous dit c'est OK, ça m'intéresse. Oui, on vérifie que le candidat ait vraiment lu l'offre, qu'il soit disponible, qu'il soit mobile pour le lieu du poste. Et puis, effectivement, sa motivation, notamment par rapport à une fourchette de rémunération qui serait affichée. Pour les accompagner, ces dirigeants, vous vous appuyez sur des outils aussi, qu'ils soient digitaux ou non d'ailleurs. Sur quels outils vous appuyez, Dominique? Alors, on a pas mal d'outils digitaux qui sont à disposition des entreprises. On a un simulateur de salaire, par exemple, qui permet aussi à l'entreprise de mesurer si la proposition salariale qu'elle va faire est bien alignée avec le marché. On a en ligne depuis le mois de juin un outil qui s'appuie sur de l'IAG pour... aider les TPE-PME à recruter sur des champs sur lesquels elles ne sont pas forcément toujours à l'aise, à savoir les pratiques managériales de l'entreprise, l'organisation du travail, sur les valeurs de l'entreprise. En fait, c'est un outil qui permet de vérifier que le candidat est bien aligné avec les valeurs de l'entreprise. Bientôt, on aura un outil aussi qui permettra de faire des mises en situation à partir du profil de poste et du CV des candidats. C'est pas pour tout de suite, c'est au mois de novembre. Le sourcing, on en a parlé. Donc ça, c'est un conseiller client qui va chercher dans la candidat APEC les profils qui sont disponibles et qui, du coup, les contacte et leur propose l'offre. Et puis, on a aussi des outils qui ne sont pas forcément des outils propres à l'APEC, mais qu'on mobilise, comme l'immersion professionnelle, par exemple, qui permet de se tester mutuellement. Et je pense que pour une TPE-PME, c'est particulièrement important. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un qui vous semble pouvoir correspondre, mais vous voulez voir comment il évolue dans l'entreprise, comment il s'intègre dans l'équipe. Vous pouvez le faire via une immersion professionnelle. Et pour le candidat, c'est pareil. Ça lui permet aussi de s'assurer qu'il ne se trompe pas, que l'entreprise lui convient. Ça évite de faire toutes les démarches d'un recrutement qui pourrait se solder par une fin de période d'essai rapide. Et au moins, à l'issue de l'immersion professionnelle, on sait l'un et l'autre, recruteur et candidat, si on veut continuer l'histoire. Comment ça marche, cette immersion? Oui, donc ça permet d'aller, je rebondis sur tes propos, aller au-delà d'un descriptif de poste qui peut être juste un copier-coller, aller au-delà d'un CV qui, aujourd'hui, peut aussi être embelli. Donc, alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, il suffit de signer une convention d'immersion entre l'entreprise qui reçoit et le chercheur d'emploi. Convention d'immersion qui apporte une couverture, une protection sociale, mais qui effectivement vous permet de ne pas rémunérer
personnes pendant la période d'immersion. Et tout ça est encadré par l'APEC, parce qu'après, on fait un débrief des points forts ou des axes d'amélioration que peut présenter le candidat, et on va dessiner des pistes de solutions. Combien de temps ça dure, cette phase d'immersion ? Ça peut aller et à quelle étape du processus elle intervient Alors, elle intervient une fois qu'il y a un candidat et avant une période d'essai. D'accord. Ça peut durer de 1 jour à 1 mois. Et nous, on s'en sert beaucoup à la PEC parce que ça permet de vérifier certains soft skills comme la curiosité, la capacité à poser de bonnes questions et les interactions. Voilà, nous apprennent beaucoup des candidats qu'ensuite on engage dans un process de recrutement. Et on peut y compris le faire pour des cadres qui sont en reconversion professionnelle, donc qui sont en poste et qui du coup, soit avec l'accord de leur entreprise, soit sur un temps de travail, enfin hors temps de travail, donc sur des congés, peuvent aussi aller faire une immersion professionnelle. On l'a fait d'ailleurs pour une collaboratrice de l'APEC. Absolument, mais on s'applique à nous-mêmes. Parmi les outils, il y en a qui sont davantage plébiscités, Virginie, par les dirigeants des PME aujourd'hui, ou est-ce que tous ces outils digitaux dont on a parlé, ils font partie, quoi qu'il arrive, du process et de votre processus d'accompagnement ? Non, alors c'est vrai que ce qui suscite l'intérêt des dirigeants d'entreprise, c'est notre prestation Sourcing Plus, la préqualification des candidatures, qui permet vraiment de gagner du temps, qui permet à une RH de se consacrer à d'autres tâches avec plus de valeur ajoutée. L'immersion, oui, ça rencontre un vrai succès parce que les dirigeants ont bien compris l'intérêt de la mesure. Et puis ce qui est apprécié notamment par les startups, c'est des outils digitaux tels que DataCadre qui vous permet d'avoir une vision du marché. Donc ça, c'est aussi les retours qu'on peut avoir sur le terrain. Quelle étape, selon vous, du processus est le plus critique pour les entreprises ? Alors, toutes les étapes sont critiques, mais il est certain que si l'analyse de besoins au départ est ratée, aucune autre étape par la suite ne peut être réussie. Donc, il faut vraiment... On se dit, ah tiens, je vais recruter un développeur, on se dit ça entre deux portes, ça semble simple, évident, et en fait, non, ça se travaille à chaque recrutement. Dominique, vous êtes d'accord avec ça ? Il n'y a pas d'étape plus critique qu'une autre ? Oui, non, c'est vraiment l'analyse du besoin parce que c'est de là que tout découle. Et puis, c'est vrai qu'au-delà de la fiche de poste, se poser des questions sur est-ce que j'ai besoin de quelqu'un autonome ou pas ? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui va prendre des responsabilités ou pas ? Je crois que Virginie, d'ailleurs, tu avais un exemple sur l'autonomie qui est assez parlant. Tout à fait. J'ai un DG de TPE qui me pose problème en ce moment parce qu'il recherche un candidat autonome. Et en fait, oui, on a placé un candidat dont la période d'essai a été interrompue. Et le candidat me dit, bah oui, mais il n'arrête pas de me faire du feedback négatif. Donc, j'ose plus prendre d'initiative. Donc, vraiment se dire, l'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Qu'est-ce que j'attends du candidat en face ? Tout ça s'explicite et se pose. Vous évoquiez tout à l'heure des opérations de sourcing. C'est quoi le taux de réussite que vous observez, vous, Dominique ? Alors, sur les entreprises qui nous ont confié leur sourcing, 70% ont recruté. Donc, c'est quand même assez parlant. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, ça fait gagner du temps, quoi. Ça fait vraiment gagner du temps. En moyenne, c'est 2 semaines de gain quand on passe par la PEC pour recruter. Et quand je dis passer par la PEC, ça ne veut pas dire... on ne va pas vous faire signer un mandat d'exclusivité. Ce n'est pas du tout l'objet, mais c'est passer, entre autres, par la PEC. Et vérifier, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent des ATS, les outils qui leur permettent de gérer les recrutements de manière plus facile. Et souvent... on oublie de cocher la case APEC quand on cherche un cadre et donc du coup les offres ne sont pas diffusées sur apec.fr, ce qui est dommage parce que ça permet de faire des choses. Puis j'ai tendance à dire qu'au-delà du temps gagné, c'est aussi une image de vos recrutements qui est donnée parce que le recrutement étant accompagné, il est plus professionnalisé, donc il donne envie aux candidats de s'engager. Et aujourd'hui, on sait qu'un recrutement raté, c'est en moyenne 30 à 150 000 € en moins. C'est-à-dire de temps perdu dans le recrutement qu'il faut relancer ou même de chiffre d'affaires qui n'est pas engrangé. Donc oui, ça vaut le coup de se poser sur son process de recrutement. En fait, c'est gagnant des deux côtés, quoi. C'est gagnant-gagnant. Du côté des candidats, vous avez taux positif et du côté, évidemment, de l'employeur, de celui qui recrute. Virginie, sur vos missions récentes, je ne sais pas quels résultats concrets vous ont le plus marqué ? Alors moi, je suis impressionnée par le retour de ce qu'on fait en termes de propositions actives. C'est-à-dire qu'on peut partir des candidats et les pousser auprès de nos recruteurs. Et je suis surprise du résultat de voir que des candidats qui correspondaient à des offres ne les avaient pas vus. Et inversement, les recruteurs qui me disent « mais oui, mais je vais chercher dans la CVTech » ne voient pas les bons profils qui leur correspondent.
Donc ça, cette démarche de proposition active, je suis toujours bluffée des bons résultats que nous pouvons avoir. Dominique, pareil? Oui, en fait, c'est toutes les démarches qui permettent de faire se rencontrer des candidats et des recruteurs qui ne l'auraient pas fait sans nous, en fait. Et il y a un autre élément moi, que j'ai en tête qui est aussi tout ce qui est dispositif de formation en préalable à l'embauche. Parfois, on entend des recruteurs nous disent oui, je ne trouve pas le candidat idéal. Et parfois, il ne faut pas grand-chose pour qu'un candidat qui aujourd'hui n'est pas idéal le devienne par une petite formation avant le recrutement. Et ça, on est aussi là pour Virginie comme ses collègues pour aider le recruteur à définir justement cet écart et à réfléchir à la formation qu'on peut mettre en place avant le recrutement par l'intermédiaire des dispositifs de l'État. Mais ça marche aussi très bien et ça permet d'alléger la difficulté à recruter en travaillant non pas sur des profils idéaux, mais sur des profils qui se rapprochent et qui pourraient du coup prendre le poste. Oui, il y a des dispositifs de l'État méconnus qui permettent d'intégrer durablement, d'adapter un poste sans coût exorbitant pour l'entreprise et parfois même avec un bénéfice financier pour l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'on parle de recrutement, mais il faut aussi parler de fidélisation, parce que l'idée, c'est quand même que le candidat, il reste dans cette entreprise. Et en fait, ce processus-là, il aide aussi à ça. On est pragmatique, OK, on passe de 12 semaines à 10 semaines. L'idée, c'est aussi qu'un candidat, une fois qu'il est recruté, il va rester dans cette entreprise parce qu'il sera passé par ces étapes-là qui sont importantes et on aura bien vu qu'il correspond pleinement, en tout cas, à l'entreprise, Dominique. C'est presque l'aspect le plus important. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, les candidats sont très vigilants quant au process de recrutement. Et plus le process de recrutement est visible, lisible pour un candidat, et plus on a des chances que ça génère de l'engagement auprès du candidat. Et si vous le recrutez, derrière, effectivement, cet engagement, il va se traduire par une adhésion aux valeurs et au fonctionnement de l'entreprise beaucoup plus forte que si il passe par 50 détours avant de recruter. Je disais tout à l'heure, on a parfois ce qui est légitime et logique, une volonté de réduire au maximum le risque et par exemple de faire recevoir le candidat par quasi l'intégralité de la TPE. C'est pas forcément toujours une bonne idée. Voilà, Parce que vraiment le candidat se dit mais attends, si la boîte fonctionne comme elle recrute, le DG c'est pas prendre de décisions rapides, il a besoin de s'entourer de plein de conseils extérieurs. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un process de recrutement formalisé, professionnel et visible. Oui. Oui, lisibilité, c'est presque le mot que je retiens parce qu'on parle d'exigence. Cette exigence, il faut la maintenir évidemment, mais il faut qu'il soit lisible pour le candidat. Absolument. Si vous deviez donner un conseil pratique à ceux qui nous, écoutent aujourd'hui, ou en tout cas à une PME qui veut améliorer ses recrutements demain, ce serait lequel? Alors moi, je vais être très très générique, mais je vais passer par la PEC. Si vous recrutez un cadre, passez par la PEC. On est vraiment là pour vous accompagner dans tous les aspects du recrutement et même si on ne peut pas être convaincu par l'utilité d'être accompagné, un sparring partner dans un recrutement, c'est essentiel et la PEC peut jouer ce rôle-là dans toutes les étapes. Moi, je dis souvent à mes clients, si vous voulez améliorer votre process de recrutement, commencez à interroger vos candidats. Quelle expérience ont-ils vécu à travers votre process de recrutement? Considérez finalement vos candidats comme des clients et allez recueillir leur avis, vos axes d'amélioration. Mais ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous accompagnez aussi, on peut poser les bonnes questions, en fait. On peut aider une entreprise à formaliser ce questionnaire de satisfaction auprès de ses candidats. Très intéressant. Le mot de la fin, Dominique? Gagner du temps, gagner de l'argent, multiplier les canaux, dont la PEC. Et puis recruter bien. Et recruter bien. En fait, dans une entreprise, on parle beaucoup de l'expérience client, on parle parfois de l'expérience collaborateur, mais l'expérience candidat, c'est aussi un élément essentiel dans la vie d'une entreprise, et particulièrement dans une entreprise qui a vocation à grandir. Ça assoit la marque employeur, ça assoit la visibilité d'une entreprise sérieuse, le fait de travailler cette expérience candidat le plus possible. Comment vous les avez, ces retours-là, ces feedbacks-là de la part des candidats après recrutement? Ça marche comment? Alors, il faut savoir que la PEC accompagne les cadres en recherche d'emploi et en poste. Donc oui, les retours de candidats, on les a puisqu'ils viennent nous voir dans nos bureaux. D'accord. Merci. Et on mène des études auprès d'eux. Donc oui, on les interroge
de multiples manières. Un mot de la fin aussi pour vous, Virginie. Oui, j'ai envie de dire passer par apec.fr. Oui, pensez à votre image employeur dès le recrutement. Moi, je suis toujours surprise de voir dans les offres d'emploi des descriptions d'entreprises qui s'adressent aux clients et qui oublient d'avoir listé tous les atouts qu'un employeur peut avoir. Hein. Donc, travailler une présentation entreprise qui s'adresse vraiment à un candidat et pas à un client. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous représente Dominique Largot, déléguée régionale Île-de-France de l'APEC, et Virginie Pires, consultante entreprise à l'APEC. On peut les applaudir. Merci beaucoup beaucoup d'avoir discuté avec nous aujourd'hui.